Je crois qu'on va commencer. Donc bonjour, bienvenue. Bienvenue pour ce troisième cours de cette année qui porte sur la manière dont le système immunitaire surveille le cerveau et les grandes avancées qui ont été faites vraiment ces dernières années qui permettent de vraiment changer un petit peu la vision qu'on avait de la manière dont le système immunitaire interagit avec le cerveau. Alors aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à quelque chose qui paraît très spécifique et très précis local, qui est finalement comment est-ce que la moelle osseuse du crâne interagit avec les cellules immunitaires qui sont situées dans les méninges. Donc ça peut paraître quelque chose d'extrêmement précis, ça l'est. On va essayer de parcourir un petit peu les données qui ont permis de montrer ces interactions et j'espère vous montrer, ou on va discuter de pourquoi en fait cette chose très particulière a en fait une incidence importante sur les interactions entre le système immunitaire et le cerveau. Et la semaine prochaine, dans le cours 4, on repartira sur d'autres types d'interactions neuro-immunitaires, en regardant d'autres régions et en s'intéressant à des cas pathologiques. Donc, petit résumé un petit peu de ce qu'on a vu précédemment. On a vu que pour la plupart des tissus, la surveillance immunitaire est indissociable de la manière dont les tissus sont perfusés. La circulation sanguine, les vaisseaux sanguins, amènent énormément de choses, des fluides, des macromolécules, des nutriments, mais aussi des cellules immunitaires. Et on a une voie de sortie qui est un petit peu les égouts des différents tissus, qui permet de drainer tous les éléments, y compris les cellules immunitaires, qui est le système lymphatique. Et ce système lymphatique est très important puisque les cellules de l'immunité innée et les cellules de l'immunité adaptative, notamment les lymphocytes, vont dialoguer. Ces cellules vont être activées en partie via un drainage dans le circuit lymphatique. Alors pourquoi, comment ? Parce que finalement, les lymphocytes ne peuvent reconnaître des antigènes, qui sont des petits fragments de molécules, soit dérivés de cellules infectées par des virus, soit différents composés, ne peuvent être reconnus que s'ils sont présentés par notamment des cellules dites présentatrices d'antigènes de l'immunité innée, présentés sur un récepteur qui est le complexe majeur d'histocompatibilité. Et cette présentation peut se faire dans les tissus, ça va conduire à l'activation de l'immunité adaptative, mais elle se fait généralement et massivement dans des ganglions lymphatiques qui sont en fait une voie de sortie du système lymphatique qui amène donc les composés, les antigènes, des cellules présentatrices qui amènent jusqu'à ces ganglions lymphatiques. Donc vraiment une interaction importante entre les voies de circulation des différents fluides, des différentes macromolécules, des cellules immunitaires, qui est associée à la manière dont le tissu est drainé. Et le cerveau, dans lequel les greffes ne sont pas bien reconnues, qui est considéré comme un organe à part avec un privilège immunitaire, a des particularités fortes, des barrières qui vont limiter ou ne pas permettre l'entrée de certaines cellules immunitaires, notamment des lymphocytes qui circulent qui sont présents dans la circulation sanguine, la barrière hémato-encéphalique, mais aussi les différentes couches des méninges, donc des barrières, et une absence de système lymphatique. Donc une situation très particulière, et les différentes avancées qu'on a discutées dans les cours précédents, qui sont encore une fois très récentes, ça commence il y a à peu près une dizaine d'années, voire une huitaine d'années plus tôt, ont permis de montrer qu'il existe des systèmes parallèles qui vont permettre des fonctions du système lymphatique dans le cerveau, qui sont le drainage des tissus, mais aussi amener des antigènes dans les ganglions lymphatiques pour permettre l'activation de l'immunité adaptative. Donc on a vu qu'il y avait un système qu'on a appelé glymphatique. Pourquoi glymphatique ? Parce qu'il a le même rôle qu'un système lymphatique de drainage, mais qu'il est médié par des glies, des astrocytes. Et on a vu qu'il était relayé par un système lymphatique présent dans les méninges, qu'on vient de redécouvrir, et que cet ensemble permettait d'amener
des antigènes dans les ganglions lymphatiques et donc de permettre une activation de l'immunité adaptative, même s'il n'y a pas de système lymphatique à proprement parler à l'intérieur du cerveau. Et donc ça permettait vraiment d'imaginer, entre guillemets, une nouvelle voie d'activation ou de surveillance immunitaire avec des antigènes, des molécules solubles, des antigènes dits cérébraux, c'est-à-dire présents ou produits à l'intérieur du cerveau, qui pouvaient rejoindre des ganglions lymphatiques où on avait une activation de l'immunité adaptative des lymphocytes T qui pouvaient ensuite permettre de répondre. Mais on a également vu qu'il y avait énormément de cellules immunitaires présentes dans les méninges et que ces cellules immunitaires avaient plusieurs fonctions. La première, c'est vraiment un rôle de barrière, c'est-à-dire qu'on a vu que dans des contextes, par exemple, d'infection, ces cellules immunitaires préservent le cerveau et c'est pour ça qu'on a à peu près 2 fois plus de cas de méningite, c'est-à-dire d'inflammation, d'infection des méninges, de la partie extérieure, que d'encéphalite. Et une fois que l'inflammation ou les infections rentrent dans le cerveau, on a en général une situation assez catastrophique puisque à l'intérieur du cerveau, on a très peu de cellules immunitaires. On a majoritairement ces macrophages résidents qui s'appellent des microglies. Donc vraiment les méninges comme un rôle de barrière, mais on a vu également que les cellules immunitaires dans ces méninges faisaient beaucoup plus de choses que cela. Notamment, on a vu la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, pardon, au cours précédent, que dans les méninges, on avait une résidence de certains lymphocytes T qui pouvaient être activés par des cellules présentatrices d'antigènes et que cette présentation était liée au fait qu'on avait donc un système lymphatique puis lymphatique à ce niveau-là, une sortie des antigènes cérébraux, donc qui sont produits ou détectés ou produits à l'intérieur du cerveau et exfiltrés par cette voie, et qu'on pouvait avoir de manière très locale, ici dans les méninges, une activation du système immunitaire adaptatif à cet endroit. On a vu aussi que cette surveillance était concentrée dans une région particulière, notamment au niveau d'une région qui s'appelle le sinus veineux, qui est un gros collecteur veineux situé au niveau de la région parasagittale, et que c'était lié finalement à la présence de certaines cellules qui produisent des facteurs, notamment certaines cytokines, qui permettent la résidence de ces lymphocytes T à cet endroit. Donc une immunité, une activation du système immunitaire adaptatif qui peut être locale. Et on a vu aussi que finalement, cette surveillance ou cette activation lymphocytaire, elle permettait à distance une surveillance de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, puisque les cellules présentatrices d'antigènes peuvent détecter et présenter des antigènes qui sont présents, produits dans le cerveau, mais également peuvent présenter des antigènes qui sont issus de la circulation ou de la périphérie. Donc une zone de surveillance qui va pouvoir intégrer des informations qui proviennent du cerveau, mais aussi d'un contexte immunitaire plus général, par exemple d'inflammation globale ou d'infection périphérique. Donc les méninges sont vraiment un site clé de surveillance, d'interaction et de protection du cerveau, qui est lui-même un petit peu dépourvu de capacité à répondre à des infections, des inflammations ou des altérations du tissu, on va dire des lésions du tissu. Et finalement, ces deux rôles sont intermélangés puisqu'on a des cellules qui vont en même temps permettre d'empêcher certains pathogènes d'inflammation de rentrer et des cellules qui vont permettre à cette distance de surveiller tout ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Alors on va s'intéresser dans ce cours finalement à d'où viennent ces cellules qui sont présentes dans les méninges. Et en fait, c'est une question, on pourrait se dire, bon, bah, oui, pourquoi pas, après tout. Mais en fait, justement, c'est parce qu'on va voir qu'en fonction des types cellulaires, on va avoir des origines qui peuvent être assez diverses, qui ont été étudiées de manière un petit peu différente. Et puis, ça va nous permettre aussi de découvrir un petit peu des fonctions
d'autres cellules dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc, je vous ai beaucoup parlé des macrophages et des cellules dendritiques qui sont présentes dans les différentes couches des méninges. Pour rappel, on a la pimère qui est la couche des méninges qui est vraiment juste au-dessus du cerveau. Un petit peu au-dessus, on a cet espace sous-arachnoïdien qui est justement délimité par cette membrane ici, l'arachnoïde. Et puis au-dessus, on a la dure mère dans laquelle on va retrouver donc ces collecteurs, ce sinus veineux, mais aussi des vaisseaux lymphatiques. Et ce dont on a beaucoup parlé, c'est de la capacité des macrophages présents à lutter contre des infections et à ces deux types de cellules de présenter des antigènes pour permettre l'activation locale de lymphocytes T. Juste pour rappel, on a vu que ces lymphocytes T pouvaient également produire des cytokines qui vont directement aller influer ou moduler la fonction des circuits, ce qui montre que ces cellules, en dehors de leur rôle immunitaire, ont une influence sur les fonctions cérébrales et les fonctions cognitives. Alors maintenant, il y a d'autres types de cellules qui sont présents, dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Et notamment, on va pas mal parler des lymphocytes B aujourd'hui, qui sont un autre type de lymphocytes, de leur origine et de ce qu'elles font ou de d'où elles viennent dans ces structures. Donc on va commencer par vraiment repartir un petit peu en arrière sur l'origine, l'ontogénie, le développement, les cellules souches hématopoïétiques, d'où viennent et comment sont produites les différents types de cellules immunitaires et celles qui sont notamment dans les méninges. Et puis on verra dans un deuxième temps qu'il existe, encore une fois, un canal de communication tout à fait étonnant qui a été découvert, on va dire, ces 2 dernières années, directement entre le crâne et les méninges. Alors d'où viennent les cellules immunitaires en général, les cellules hématopoïétiques, les cellules du sang? Ce qui a été bien montré depuis maintenant un grand nombre d'années, c'est qu'une grande partie des cellules immunitaires viennent de ce qu'on appelle des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui ont la capacité de s'auto-renouveler et en même temps de produire des cellules immunitaires qui sont situées dans la moelle osseuse des os longs et des os plats. Et on reviendra là-dessus. Alors ces cellules souches, qui s'appellent cellules souches hématopoïétiques, en anglais hématopoïétique stem cell HSC, et sur la plupart de mes schémas, en fait, elles seront repérées par ce petit sigle HSC, sont capables de donner naissance à différents progéniteurs qui eux-mêmes sont déjà engagés dans une voie de spécialisation de production de différentes cellules immunitaires, et notamment vont permettre de produire ici les lymphocytes B, qui sont donc les globules blancs circulants qui sont responsables de la production d'anticorps, et les lymphocytes T, qui, eux, sont responsables de la défense ou de l'action cellulaire du bras effecteur de l'immunité adaptative. Donc ici, l'immunité adaptative, la production d'anticorps et l'action à un niveau cellulaire, pour être extrêmement schématique, voire un petit peu fausse. Donc, une autre propriété importante de ces cellules souches hématopoïétiques, dont je ne parlerai pas du tout, c'est qu'elles produisent tous les globules rouges qui sont présents dans le sang et plein d'autres cellules immunitaires, dont certaines cellules qu'on appelle les cellules myéloïdes. Et dans la classe des cellules myéloïdes, il y en a un grand nombre, mais on peut reconnaître les monocytes, qui sont des cellules très rondes qui passent dans la circulation sanguine, qui se déplacent dans la circulation sanguine, comme les lymphocytes, et qui vont pouvoir soit agir dans des contextes d'inflammation, de recrutement local, des macrophages, dont j'ai déjà parlé, et des cellules dendritiques qui vont coloniser les tissus et être importantes pour la présentation d'antigènes. Il y a aussi des neutrophiles que je mentionnerai juste, mais dont je ne parlerai pas vraiment. Alors, où sont situées ces niches de cellules souches? Parce que c'est vraiment des niches, c'est-à-dire des endroits très localisés à l'intérieur des os
qui va permettre de maintenir une capacité de prolifération et de génération de ces cellules tout au long de la vie. Et donc en fait, si on regarde ici entre un enfant jeune et un adulte, on va voir que cette capacité de localisation des cellules souches hématopoïétiques évolue un petit peu au cours du temps. Donc chez le jeune enfant, on peut retrouver des cellules souches hématopoïétiques dans à peu près tous les os. Et chez l'adulte, on va avoir une restriction avec ici les cellules souches hématopoïétiques qui sont présentes dans ce qu'on appelle la moelle rouge, alors que la moelle jaune contient principalement des adipocytes et va être située dans d'autres régions. Donc, au niveau de l'os, ici, de cette région, on va avoir des perforations, des petites localisations. C'est des régions qui sont extrêmement innervées. On va avoir aussi des sinus veineux. Et comme vous pouvez le voir ici avec des marqueurs de ces cellules souches, on a vraiment, de manière très ponctuelle et punctiforme, en différents endroits, des îlots de ces cellules souches hématopoïétiques qui vont pouvoir se différencier. Et on a une organisation extrêmement bien structurée. Donc ça, c'est un schéma qui va devenir beaucoup plus compliqué sur la diapositive suivante, mais on a une localisation particulière de ces cellules souches, notamment associées à certains vaisseaux sanguins. Et on va retrouver ici une production locale de facteurs qui va permettre de maintenir la capacité de ces cellules à rester des cellules souches, c'est-à-dire en même temps à se renouveler, à s'auto-renouveler, et en même temps à produire différents progéniteurs qui vont donner naissance, par exemple ici, des progéniteurs lymphoïdes qui vont donner naissance à différents types de lymphocytes, etc., etc. Donc une interaction entre le tissu osseux, la circulation sanguine. Ces régions sont aussi innervées par le système nerveux périphérique et on peut avoir une modulation de la production de différentes cellules immunitaires par des afférents au système nerveux périphérique. Mais ce qu'on peut noter ici, c'est ce facteur, CXCL12, qui est une cytokine qui va être très importante pour localiser et maintenir ces cellules souches hématopoïétiques dans cette région. Alors, ces cellules souches hématopoïétiques et cette niche ont été extrêmement étudiées au fur et à mesure des années, et ça, c'est pour vous donner la vision qu'on en avait en 2019, donc quelque chose d'assez compliqué, avec différents progéniteurs qui sont situés en différents endroits, qui produisent différentes cytokines, qui vont permettre, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer que le concept de la moelle osseuse et des différentes niches est quelque chose qui a été très bien étudié. Et l'identification de ces cellules souches hématopoïétiques a été absolument révolutionnaire, notamment pour la greffe de ces cellules souches dans des contextes du traitement de la leucémie, puisque ça a permis vraiment de repopuler, de recoloniser les différentes niches hématopoïétiques avec des cellules souches de donneurs compatibles et permettre ainsi le traitement de pathologies qui n'étaient pas traitables. Donc ces cellules souches ont été extrêmement étudiées et elles ont été beaucoup étudiées, notamment dans un contexte in vitro, où on peut prélever ces cellules souches, les cultiver et regarder les différentes cellules auxquelles elles peuvent donner naissance. Et quand on fait ça, et je tiens à préciser que cet arbre est déjà totalement faux, puisque les différents progéniteurs qui peuvent donner naissance à tel ou tel type de cellules sont globalement établis, mais sont remaniés de manière assez critique tous les ans, tous les 2 ans, notamment pour les cellules dendritiques, etc. Voilà, donc c'est un schéma. Donc différents types de progéniteurs intermédiaires. Et in vitro, il était possible, à partir de ces cellules souches, de générer absolument toutes les cellules du système immunitaire. Et donc, ces études, qui datent des années 70, ont vraiment laissé un modèle se développer et ont favorisé l'émergence d'un modèle qui s'appelait le modèle mononucléaire phagocytaire, ou le MPS, alors système mononucléaire phagocyte, qui était un modèle développé par Van Foers
qui disait, ben voilà, on a des cellules précurseurs qui vont donner naissance à tout type de cellules qui vont ensuite se différencier. Et c'était particulièrement le cas dans la lignée des macrophages, et je vais spécifiquement, pour l'instant, vous parler de la lignée des macrophages avant de revenir aux lymphocytes. Donc cette idée qu'il y avait des précurseurs qui pouvaient donner naissance à des monocytes, ces cellules rondes qui passent dans la circulation sanguine et qui vont ensuite aller coloniser les différents tissus et s'y différencier en macrophages. Et en fait, vous pouvez déjà voir qu'il y avait quand même une question sur le système nerveux et sur le cerveau, puisque les microglies, point d'interrogation. Parce qu'en fait, si il était bien établi que certaines cellules de la circulation sanguine pouvaient donner naissance aux macrophages des tissus, en l'occurrence, on va s'intéresser aux méninges, mais aux macrophages des tissus, il y avait quand même des questions sur certains types cellulaires. Et par exemple, les microglies, donc les macrophages du cerveau, on s'éloigne un petit peu des méninges, mais les macrophages des cerveaux avaient été bien décrits au début du XXe siècle par Pio del Rio Ortega, qui avait déjà observé que ces cellules étaient présentes très tôt dans le cerveau, pendant le développement embryonnaire, que ces cellules semblaient avoir une origine mésodermique et qu'elles pouvaient se transformer, mais qu'en tout cas, elles avaient l'air de coloniser le cerveau extrêmement tôt, ce qui posait quand même des questions sur le fait que ces cellules puissent dérivées de cellules présentes dans la circulation sanguine. Et donc, pour comprendre un petit peu l'origine des différentes cellules immunitaires, il faut vraiment revenir un petit peu dans le temps et voir quels sont les différents précurseurs, les différents sites d'hématopoïèse que l'on peut avoir au cours du temps à partir du développement embryonnaire. Donc, je vous ai dit, chez l'adulte, la plupart des cellules immunitaires sont produites par bone marrow, par la moelle osseuse. Maintenant, si on remonte dans le temps, on a des sites de production de cellules hématopoïétiques, de cellules immunitaires, bien plus tôt, dès les premières phases du développement embryonnaire. Et en fait, c'est quelque chose qui fait du sens, puisque finalement, l'embryon, extrêmement précocement, a besoin d'avoir des cellules, des globules rouges pour la circulation, et aussi besoin de certaines cellules qui vont permettre de lui conférer une défense immunitaire. Alors, pas forcément chez les mammifères placentaires, où le développement se passe dans un milieu stérile, mais finalement, c'est un héritage que les mammifères placentaires ont d'autres espèces qui, eux, se développent en milieu extérieur. Donc le premier site de production de cellules immunitaires, ici yolk sac, c'est le sac vitellin qui apparaît extrêmement tôt. Donc chez la souris, ici, quand l'embryon est vraiment cette petite chose qui ne ressemble à pas grand-chose, on a une production ici dans ce sac vitellin, donc c'est à la limite. C'est une annexe embryonnaire. On a ce que l'on appelle des îlots sanguins qui se mettent à produire les premières cellules immunitaires. Et ça va donner les cellules sanguines de l'embryon, notamment les globules rouges, mais ça va aussi donner toute une série de macrophages qu'on appelle primitifs qui vont coloniser absolument tout l'embryon, y compris le cerveau embryonnaire. Donc le sac vitellin, une première source d'hématopoïèse, on va dire, primitive. Puis on a l'apparition ici, donc c'est très tôt encore au cours du développement, encore là c'est en embryon de souris, vous voyez que c'est des stades très précoces. On a ce que l'on appelle l'AGM, aorte gonade mésonéphros, où là on va avoir la première production de ces fameuses cellules ces cellules souches hématopoïétiques, ces HSC. Et ces deux types de précurseurs, du sac vitellin et de l'AGM, vont progressivement coloniser le foie fœtal, qui va être, là encore, un site, un relais pour le site de production des cellules immunitaires pendant la vie fœtale. Ce qu'on a par la suite, donc vous voyez que c'est toute une aventure, c'est toute une odyssée des cellules immunitaires.
des progéniteurs du foie fœtal et majoritairement ou uniquement celles issues de l'AGM, donc qui sont les cellules hématopoïétiques souches, vont ensuite coloniser la moelle épinière, aller se nicher dans la moelle épinière, la moelle osseuse, la moelle osseuse, et vont aller former ces niches qui vont permettre ensuite, tout au long de la vie, de produire les cellules immunitaires qui sont importantes tout au long de la vie. Donc on a des productions, des vagues de génération des différents types de cellules immunitaires à différents moments de la vie, avec des cellules qui ont une origine soit dans le sac vitellin, soit dans l'AGM. L'AGM, encore une fois, va donner naissance à ces fameuses cellules souches hématopoïétiques qui peuvent transiter par le foie fœtal et ensuite arriver dans la moelle osseuse. Donc on a un vrai relais, ce qui posait vraiment la question de savoir, finalement, quand on regarde des cellules immunitaires qui sont présentes dans un individu adulte, d'où viennent ces cellules? Est-ce qu'elles ont été produites extrêmement tôt? Est-ce qu'elles sont en permanence renouvelées par la circulation sanguine? Est-ce qu'on retrouve un petit peu des deux? Et c'est quelque chose qui a été extrêmement étudié dans le contexte des macrophages, et je vais vous en parler un peu plus en détail. Alors, comment est-ce qu'on peut regarder ça? L'origine des cellules, et est-ce que les cellules de la circulation sanguine contribuent aux cellules immunitaires qui sont présentes dans le tissu? Alors, la première chose, c'est chez la souris, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un traçage génétique. Comment est-ce qu'on procède? On va exprimer une enzyme, par exemple, qui s'appelle la cré-recombinase, qui a été identifiée dans des bactéries, et qui est une enzyme qui va permettre de reconnaître des petits sites exogènes qu'on a insérés dans le génome, qui s'appellent des sites LOXP. Et ce que est capable de faire cette cré-recombinase, c'est un système qui est utilisé, encore une fois, normalement chez des bactéries, que là, on réutilise dans un système mammifère chez la souris. Ce qu'elle fait, cette enzyme, c'est qu'elle va enlever, exciser, un morceau d'ADN qui est présent entre les deux sites LOXP. Donc quand on a la cré, on va à ce moment-là enlever ce morceau et se retrouver avec une construction comme ça. Et donc pour tracer les cellules et regarder ce qui se passe à long terme, on peut exprimer ici derrière une molécule par exemple fluorescente, la green fluorescent protein, ou une autre type de molécule fluorescente qui s'appelle la tomato. Donc il y a des molécules fluorescentes en vert qui s'appellent green fluorescent protein ou en rouge qui s'appelle tomato. Quand on a uniquement cette construction, on n'a pas de marquage. Quand on a dans une même cellule expression de la cré et cette construction, on va à ce moment-là induire l'expression de cette molécule fluorescente. Et ensuite, cette expression, si on la met dans un gène qui s'exprime tout le temps dans toutes les cellules, ces cellules vont être marquées de manière définitive tout au long de la vie. Vous êtes là? Donc on peut, grâce à des outils génétiques, vraiment marquer des cellules à un moment donné et de manière définitive. Donc on va pouvoir regarder si ces cellules ont été générées pendant la vie embryonnaire, pendant la vie postnatale, etc. etc. Et on peut même adapter ce système en utilisant un modèle un petit peu différent de cette cré-ERT2 qui est normalement dans le cytoplasme, mais quand on lui donne un composé, elle va uniquement à ce moment-là rentrer dans le noyau. Donc on peut utiliser des facteurs qui vont être exprimés que dans certaines cellules et induire une recombinaison que à certains moments. Donc ça permet de marquer dans le temps et dans l'espace certaines cellules. Et ça a bouleversé véritablement vraiment la vision qu'on avait de d'où venaient les différentes cellules du système immunitaire. Un autre aspect, qui est un petit peu différent, mais les deux ensemble ont vraiment permis de conclure, en plus de ces traçages génétiques, c'est la formation de souris parabiotiques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'on peut mettre deux souris très transitoirement, enfin pour une certaine durée, on peut relier
leur circulation sanguine. Et donc ça permet, soit en utilisant des souris qui expriment des molécules fluorescentes comme schématisé ici, c'est une fausse image, soit en utilisant des marqueurs de cellules immunitaires différentes, CD45-1, CD45-2, on va pouvoir, dans une cellule, observer la contribution des cellules issues de la circulation sanguine d'un donneur à certaines populations immunitaires. Par exemple, si on a une population immunitaire, on veut savoir si la circulation sanguine contribue à un certain moment au développement ou à la production de ces cellules. On va regarder dans cette souris-là si on retrouve des cellules vertes dans cette population. Et ça voudra dire qu'elles sont forcément issues de la circulation sanguine et qu'elles ont colonisé la région. Donc en combinant des approches de traçage, de marquage dans le temps, dans l'espace, dans différents types cellulaires, et en regardant la contribution des cellules circulantes par ces modèles de parabiose, dans le système des macrophages, il a vraiment été possible, et ça c'est quelque chose qui a été bien mis au point, on va dire, ces 10 dernières années, d'identifier qu'en fait, en fonction des différents organes, on va avoir des contributions très différentes de cellules dérivées du développement embryonnaire ou de cellules issues de la circulation sanguine. Par exemple, les microglies ont été bien établis maintenant, et maintenant aussi bien chez la souris que chez l'homme, comme étant exclusivement produites par cette vague d'hématopoïèse primitive qui est présente ou qui est produite dans le sac vitellin, dans le yolk sac, à des stades très précoces de l'embryogénèse. Quand je dis très précoce, l'équivalent chez l'homme, ça va être la 4e, 5e semaine embryonnaire de développement. Donc des stades très précoces. Et ces macrophages vont coloniser le cerveau, rester dans le cerveau, à l'échelle de la population si renouvelée, mais ce sont les précurseurs qui sont des précurseurs qui viennent de cette hématopoïèse primitive. Et ça, c'est quelque chose qu'on explique ou qu'on rationalise en disant il y a la fermeture de la barrière hémato-encéphalique et donc les cellules de la circulation ne peuvent plus rentrer après cette fermeture. Donc une colonisation très précoce. On a d'autres organes où on a des situations intermédiaires, voire des situations où les macrophages sont complètement renouvelés par les cellules souches hématopoïétiques qui produisent donc des macrophages tout au long de la vie. Et on va se retrouver dans une situation qui est cette fois-ci comme le modèle de Van Firth, où des monocytes produits par les précurseurs situés dans la moelle osseuse passent dans la circulation sanguine, sont des monocytes, rentrent dans le tissu et deviennent des macrophages dans ce tissu. Donc on a des capacités de colonisation et de renouvellement qui sont très différents en fonction des différents organes. Et c'est quelque chose qui est schématisé ici, où en fonction des tissus, par exemple ici dans les intestins, on va avoir initialement une colonisation par des macrophages embryonnaires, mais on a une très très grosse capacité de renouvellement issus de monocytes produits dans la moelle osseuse chez l'adulte. Et chez l'adulte, la majorité des macrophages présents dans les intestins sont issus de ces précurseurs situés dans la moelle osseuse et transitant par la circulation sanguine par un état monocytaire. La situation complètement inverse, c'est le cerveau, où là, toutes les cellules dérivent majoritairement, les microglies dérivent des précurseurs embryonnaires dérivés du sac vitellin. Et en fonction des organes, on va avoir des populations mixtes. Alors les microglies viennent toutes de dérivés du sac vitellin, donc embryonnaires. Maintenant, on s'intéresse dans ce cours aux méninges. Donc qu'est-ce qui se passe dans les méninges ou dans les autres macrophages du cerveau ? Donc pour revenir aux méninges, on a ici dans cette région différents types de macrophages, dans la dure mère, dans l'espace qui est situé sous la dure mère, avec la pie et l'espace arachnoïdien et le parenchyme.
On a aussi des macrophages qui sont présents le long des vaisseaux, ici qu'on appelle périvasculaires. Et donc ce qui a bien été montré par des expériences, encore une fois, de traçage génétique et de souris parabiontiques, c'est que les microglies, comme je vous le disais, ont une origine embryonnaire, mais c'est également le cas des macrophages qui sont situés le long des vaisseaux. Et la plupart des macrophages qui sont présents dans l'apimère ou dans l'arachnoïde ont également une origine embryonnaire. Et par contre, la situation est beaucoup plus compliquée dans la dure mère ici, où on a toute une partie des macrophages qui dérivent de ces cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse et donc qui transitent par un état monocytaire, circulation sanguine, etc. Et on a la même chose dans cette région, les plexus choroïdes, qui sont une région d'interaction particulière entre la circulation sanguine et le liquide le liquide céphalo-rachidien qui donc est présent dans les cavités et dans les méninges dont on a parlé au cours précédent. Donc on voit que déjà dans les méninges, on a des cellules qui ont une origine embryonnaire et d'autres qui ont une origine liée à ces cellules souches hématopoïétiques, et qu'en fonction de la région, on va avoir des composés différents. Alors, cette différence, finalement, on peut l'associer aux fonctions des différentes cellules. On sait que, donc ici, c'est le cerveau, avec les microglies, et en fonction des couches, plus on s'éloigne, finalement, plus on a une complexité des populations de macrophages, mais aussi une diversité d'origines, et on a des cellules issues de la circulation sanguine dans la dure mère, dans laquelle les vaisseaux n'ont pas de barrière hémato-encéphalique, alors que dans cette région, on a principalement des cellules qui ont une origine embryonnaire, comme dans le cerveau, puis une région qui est située derrière ou relativement protégée par la barrière hémato-encéphalique. Donc ça, c'est une condition physiologique. On a une origine différente des différents macrophages. Bien sûr, quand on a une infection, une inflammation, dans n'importe quel tissu, on va à ce moment-là avoir une entrée massive de monocytes issus de la circulation sanguine. Donc il y a une interaction entre les macrophages dont je vous ai parlé qui sont résidents et des cellules monocytaires qui rentrent dans le tissu et qui vont pouvoir participer ou contribuer à une réponse immunitaire ou à une réparation du tissu. Et notamment, quand on a une petite lésion, je vais vous donner un exemple dans pas longtemps, ou une large lésion, on va avoir une infiltration rapide de ces monocytes, de la circulation sanguine, qui vont avoir un rôle très important dans la résolution de l'inflammation, notamment production d'un grand nombre de cytokines qui vont participer à la réparation du tissu, à la réponse immunitaire. Mais ces cellules ont une vie extrêmement courte et vont mourir très rapidement, et il ne va rester dans le tissu que ces cellules qui sont résidentes et qui ont une origine plutôt embryonnaire. On peut avoir dans différents tissus différentes situations, mais dans le cerveau, c'est principalement ce qu'on retrouve. Alors, un exemple, par exemple, dans le cas des accidents vasculaires cérébraux ou AVC. Donc, qu'est-ce que c'est que ces pathologies? Ce sont des accidents vasculaires cérébraux, donc des vaisseaux qui peuvent casser de manière ou se boucher plus particulièrement, et qui vont conduire à la mort d'une partie des neurones, et on peut avoir des dommages extrêmement importants sur un plan fonctionnel. Et il faut savoir que dans les AVC, on va avoir très rapidement recrutement de cellules immunitaires et d'inflammation. Donc on peut faire des modèles d'AVC, stroke en anglais, dans différents tissus et regarder ce que font les différents types de macrophages de monocytes. Et ce qui a été montré, c'est que dans ce contexte, on a une infiltration très rapide de monocytes qui vont travailler avec les microglies pour réparer le tissu. Et si on n'a pas d'infiltration de ces monocytes, à ce moment-là, on a une zone plus large de neurones qui va être affectée suite au même type
d'accident vasculaire cérébral qui montrent que l'infiltration des monocytes est importante dans des processus de réponse immunitaire. Donc on a vraiment des origines différentes des macrophages, des monocytes dans les méninges, et ces différentes cellules vont avoir des rôles particuliers. Donc je vous ai parlé de ces cellules. Qu'est-ce qu'on sait des autres cellules? Je ne vais pas trop vous parler des neutrophiles et des cellules dendritiques, mais plutôt me concentrer sur les lymphocytes. Alors les lymphocytes, encore une fois, sont produits, là c'est bien établi, par les cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, et on va avoir production ici de cellules immatures ou différentes phases de cellules B qui vont arriver jusqu'à des cellules matures dans la circulation sanguine, et on verra que les lymphocytes vont aller dans un autre tissu, le thymus, pour maturer et avant de rejoindre la circulation sanguine. Alors ce qui est important pour comprendre le fonctionnement des lymphocytes, on l'avait déjà vu, c'est que ces cellules ont un processus de diversification où on a un bricolage génétique qui va permettre à ces cellules d'exprimer à leur surface un grand nombre de récepteurs qui vont être capables de réagir ou de reconnaître des antigènes, une grande variété d'antigènes. Et c'est l'activation d'un de ces récepteurs qui va permettre une expansion clonale, les fonctions effectrices du système immunitaire, et puis on va avoir un processus de mémoire qui va permettre ensuite une amplification très rapide, et ça c'est le processus de vaccination. Mais ce qui est important dans ce contexte ici, c'est que aussi bien pour les lymphocytes B et T, donc B ce sont les cellules qui vont produire les anticorps, c'est que ce processus de diversification qui est énorme doit être extrêmement régulé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de système particulier qui va faire que ces récepteurs ne peuvent pas reconnaître des composés, des antigènes qui sont produits par le corps naturellement. C'est ce qu'on appelle un auto-antigène. Et donc, si on a des cellules qui peuvent reconnaître un composé, un petit fragment, un antigène qui est produit par le corps, on peut avoir une réponse auto-immune et développement d'une maladie où le système immunitaire attaque le corps. Et donc il y a tout un processus extrêmement raffiné et compliqué de sélection des clones qui vont être capables de reconnaître ce que l'on appelle des auto-antigènes, donc des antigènes qui sont produits par le soi et qui vont permettre au système immunitaire de reconnaître le non-soi, les facteurs contre lesquels il doit répondre du soi, et ça va permettre d'empêcher le développement de maladies auto-immunes et d'induire ce que l'on appelle une certaine tolérance à différents antigènes. Alors ce processus de sélection, il est extrêmement important et il est indissociable du développement des différents lymphocytes. Alors pour les lymphocytes B, il se passe intégralement dans la moelle osseuse, où on va avoir au niveau de la niche des cellules qui vont produire le plus possible de facteurs qui vont être ensuite présents dans le corps. Et on va avoir un processus compliqué de sélection positive et négative qui va permettre d'éliminer les clones qui reconnaissent des anticorps, des molécules qui sont produites par le corps. On va avoir le même type de processus de sélection pour les lymphocytes T, mais qui se produit dans une autre structure qui s'appelle le thymus, lymphocyte T thymus, et donc qui se produit à cet endroit-là. Et ce n'est qu'après ce processus de sélection que les lymphocytes B et les lymphocytes T peuvent rejoindre la circulation sanguine et entrer dans la surveillance immunitaire. Et quelque part, cette phase, cette protection est très importante, sinon on peut avoir une activation totalement inadaptée du système immunitaire. Donc cette phase ici, notamment pour les lymphocytes B, de sélection, s'accompagne ou se passe en même temps d'un processus de maturation avec différents types de cellules pré-pro-B, pro-B, pré-B, immatures, etc. Et ce qui est très intéressant et qu'on verra par la suite, c'est qu'on peut très très bien, avec des marqueurs moléculaires maintenant,
définir les différentes classes ou transitions, différenciations des lymphocytes B. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les méninges? On peut imaginer que finalement, les cellules de la circulation sanguine, comme ce qu'on pense à peu près partout, rentrent dans les méninges et vont donner naissance aux lymphocytes T et aux lymphocytes B qui sont présents. Et on va voir que c'est le schéma qui était pensé, réfléchi, connu. Donc en dehors des macrophages, on avait la moelle osseuse passant par la circulation qui donnait naissance aux différents lymphocytes et qui pouvait donner naissance aux monocytes et à d'autres cellules, comme je vous l'ai dit précédemment. Et ça, ce schéma-là a complètement changé, on va dire, depuis 2-3 ans, justement, puisqu'on a identifié un nouveau canal de communication entre la moelle osseuse du crâne et les méninges. Et donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ça a vraiment bouleversé, notamment l'idée qu'on se fait, notamment des lymphocytes B et des différents types de cellules. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ce changement de paradigme? Donc, l'idée d'une réponse immunitaire, c'était notamment une réponse immunitaire adaptative un petit peu globale, les différents sites de cellules souches qui pouvaient produire différentes cellules qui allaient coloniser différents endroits. Donc, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose de particulier au niveau de la moelle osseuse du crâne quand les gens ont regardé ce qui se passait dans des conditions pathologiques. Et on va voir qu'il y a différents cas de conditions pathologiques. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans ces conditions pathologiques, d'inflammation, de méningite, d'accidents vasculaires cérébraux, on a un recrutement, une amplification massive du nombre de cellules présentes dans les méninges, ce qui est en lien, on va dire, potentiellement avec leur activité immunitaire, leur capacité de défense, de protection, de barrière, mais aussi de régulation. Et la première condition pathologique qui a été observée, c'est un contexte de leucémie aiguë lymphoblastique, où en fait il était observé que dans ces contextes de leucémie, donc les leucémies sont des cancers qui touchent les cellules de la moelle osseuse, il était observé qu'il y avait systématiquement des métastases qui n'étaient pas capables de rentrer à l'intérieur du cerveau, mais qui allaient coloniser justement les leptoméninges. Et donc les gens se sont demandé pourquoi, comment est-ce que ces cellules cancéreuses pouvaient systématiquement se retrouver dans les leptoméninges. Et ce qu'ils ont observé, c'était la première observation de ce processus, c'est qu'en fait, si ici on a le crâne, ici la moelle osseuse du crâne, et juste en dessous les méninges, ils ont observé qu'il y avait des petites perforations et des petits conduits entre les morceaux du crâne, la moelle osseuse et les méninges, par lesquels ici les cellules qui allaient former les métastases pouvaient rentrer et coloniser cette région. Donc ça montrait d'une part qu'il y avait ces perforations, cette capacité, vraiment ces petits conduits, même sur un plan anatomique qui était là, et puis qu'il pouvait y avoir une communication directe entre ces deux structures. Donc ça a donné naissance, on va dire, suite à un grand nombre d'études où en fait, dans différents modèles, par exemple, encore une fois, un modèle chez la souris d'AVC, mais aussi un modèle de méningite stérile, c'est-à-dire une inflammation des méninges, mais sans agents infectieux. En combinant ces modèles avec des modèles de marquage moléculaire, dont je vous ai parlé précédemment, où on peut par exemple ici marquer uniquement les cellules souches de la moelle osseuse du tibia, qui est une des références de moelle osseuse en dehors de différentes régions, ou de la moelle osseuse du crâne. Les chercheurs ont pu voir que là encore, on avait des cellules qui passaient de la moelle osseuse du crâne directement dans les méninges, et surtout que les cellules qu'on retrouvait dans les méninges ne venaient absolument pas, par exemple, du tibia. Donc ces différents canaux, ils ont été bien décrits, même sur un plan structural. On voit qu'il y a vraiment des canaux qui permettent de passer en différents endroits entre le crâne et les méninges.
Et ça a été aussi bien montré chez la souris que chez différents primates et ici chez l'homme. Donc ces structures existent chez la souris, dans les modèles expérimentaux dont je vous ai parlé, mais également chez l'homme. Encore une fois, grâce à des techniques d'imagerie toujours de plus en plus poussées, dans des modèles d'AVC, encore une fois, les chercheurs ont pu voir qu'à partir de cette moelle osseuse, on avait passage direct de cellules myéloïdes qui pouvaient directement aller rejoindre les méninges. Et on retrouve le même type de passage, par exemple, dans des lésions de la moelle épinière. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est important de souligner, c'est que quand on parle de moelle osseuse du crâne, on peut avoir des signaux qui vont rejoindre les méninges, mais ces signaux qui vont rejoindre les méninges et modifier ce qui se passe au niveau des méninges, donc qui sont les enveloppes présentes au niveau du cerveau, qu'on a aussi tout le long de la moelle épinière, etc. Mais en fait, cette réaction, elle va se faire à des composés qui sont drainés par le système lymphatique, drainés par le liquide céphalo-rachidien, et donc peuvent refléter pas seulement des modifications, des réponses immunitaires ou des attaques très locales, mais quelque chose qui peut se passer dans d'autres régions du système nerveux central et induire une réponse assez globale dans différentes régions. Donc ici, on va dire on a une réponse au niveau du crâne avec un passage de cellules depuis la moelle osseuse du crâne vers les méninges dans un contexte où la lésion est située dans la moelle épinière. Donc on a vraiment une vraie surveillance à l'échelle globale qui se situe au niveau des méninges. Et là, on a un recrutement, encore une fois, de neutrophiles et de monocytes. Donc, cette augmentation et recrutement en conditions pathologiques, elle était intéressante pour plusieurs raisons. C'était probablement quelque chose qui est particulier, qui est qu'on voit qu'on a une réponse locale de cellules souches associées au cerveau qui va permettre, en conditions pathologiques, de produire très rapidement et très localement, sans passer par la circulation sanguine, des cellules immunitaires qui vont être importantes ensuite pour la fonction dans ce contexte. Et donc ça suggérait la possibilité aussi que finalement, ça puisse être quelque chose qui existe en conditions physiologiques. C'est-à-dire qu'on aurait, juste à côté du cerveau, des cellules souches de la moelle osseuse qui permettraient de générer, on va dire, des cellules immunitaires un petit peu sur mesure par rapport au cerveau. Et on va voir que c'est le cas, notamment en ce qui concerne les lymphocytes B. Alors oui, donc la moelle osseuse qui va recruter des cellules qui vont peut-être ensuite permettre un recrutement et une défense dans un contexte pathologique. Et donc la question des lymphocytes B. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été... donc voilà, c'est des travaux qui ont commencé en 2021, donc c'est extrêmement récent, mais c'est des travaux qui ont des implications assez importantes. Donc ce qui a été regardé, finalement, c'était les lymphocytes B, dont je vous ai assez peu parlé jusqu'ici, qui sont des cellules qui produisent des anticorps et qui sont assez largement présentes, en fait, dans les méninges par rapport aux cellules immunitaires qu'on peut voir. C'est quand même une proportion non négligeable des cellules immunitaires qui sont présentes dans les méninges et notamment dans la dure mère. On peut les observer, encore une fois, grâce à de l'imagerie biphotonique in vivo. On peut maintenant observer les cellules et les regarder et voir qu'elles ne sont pas uniquement dans des vaisseaux sanguins, dans la circulation sanguine, mais elles patrouillent véritablement les méninges. Donc, comme les lymphocytes T, on a des cellules, des lymphocytes B, qui patrouillent les méninges et cette structure importante pour la défense immunitaire. Et donc les chercheurs ont voulu regarder ce que c'était que ces cellules B présentes dans les méninges. Et là, ça a été finalement une grosse surprise. Ce que je vous ai dit, on peut maintenant reconnaître très précisément, avec différents types de marqueurs, les différents stades de développement des cellules B qui sont présentes dans les méninges.
Et ce qui a été observé, c'est que dans les méninges, donc on n'est plus dans la moelle osseuse, vraiment dans les méninges, on va retrouver tout un tas de cellules extrêmement immatures qui ne sont normalement présentes que dans la moelle osseuse. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes études. On a des cellules, des lymphocytes B totalement immatures qu'on va retrouver ici dans du rat, dans la dure mère, avec des profils qui ressemblent énormément à la moelle osseuse. Et ça posait question, puisque je vous ai dit, normalement, toutes ces cellules immatures sont présentes dans la moelle osseuse uniquement, puisque c'est à cet endroit-là que se fait la sélection, où on va pouvoir enlever des cellules B qui vont reconnaître des antigènes du soi, et ce n'est qu'après que ces cellules peuvent passer dans la circulation sanguine. Donc les chercheurs ont continué à regarder, et en fait, ce qu'ils voient, c'est que les cellules qui sont présentes dans le sang ont vraiment un profil mature. Les cellules qui sont présentes dans la moelle osseuse ont vraiment un profil immature. Jusque-là, tout va bien. Mais dans la dure mère, on se retrouve avec des cellules qui ont un profil immature également. Alors, est-ce que ça suggérait que les cellules des méninges pourraient venir directement de la moelle osseuse et ne jamais passer par la circulation sanguine? Et donc ça a été confirmé par des expériences de souris parabiotiques où on a vu que, en effet, les lymphocytes B qui sont présents dans les méninges finalement ne sont produits que par les cellules de l'individu hôte. Une dernière expérience clé, ça a été de regarder dans des contextes d'irradiation et de greffe particulière de cellules hématopoïétiques venant soit du crâne, soit du sang, soit de différentes régions, que là encore, les cellules hématopoïétiques, les cellules B, venaient très largement, étaient présentes dans la moelle épinière, la moelle osseuse du crâne et les méninges, étaient produites par des cellules venant du crâne, ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, des lymphocytes T. Donc on se retrouve, même en conditions physiologiques, avec des cellules, ici, des cellules souches présentes dans la moelle osseuse du crâne, des petits canaux qui permettent en fait, avant le processus de sélection, à ces cellules de rentrer dans les méninges de manière très locale. Et ce qui est très important, c'est qu'on va avoir localement expression par différents fibroblastes de facteurs, notamment ici ce facteur CXCL12 dont je vous ai parlé, qui est important notamment pour le maintien de la niche dans normalement des contextes de moelle osseuse, mais là on va le retrouver dans les méninges, et on a, on va dire, résidence de ces lymphocytes B qui viennent directement du crâne. Et alors pourquoi est-ce que ça c'était tout à fait étonnant? Parce que ça suggérait que peut-être un processus de sélection des lymphocytes B, qui est normalement, encore une fois, dans la moelle osseuse, par une production générique, d'antigènes génériques, d'antigènes du soi, pouvait se passer dans cette région entre la boîte crânienne et les méninges. Donc une production différente. Les lymphocytes B viennent en partie, et pour l'instant, en tout cas chez l'animal, largement de la moelle osseuse crânienne pour former les lymphocytes B, alors que les lymphocytes T, comme partout ailleurs, viennent de la circulation sanguine. Et donc pour regarder si on avait vraiment une sélection à cet endroit-là, les chercheurs ont déjà regardé si c'était vrai dans différentes espèces. C'est vrai en tout cas pour l'instant chez les primates non humains, et des étalons publiés montrent que c'est également vrai chez l'homme, qu'on retrouve des cellules B immatures dans les méninges. Et ce qu'ils ont fait ensuite, et je vous passe toutes les expériences parce qu'elles sont un petit peu compliquées, mais c'est qu'ils ont montré que, en fait, ces cellules immatures B pouvaient être sélectionnées en fonction des antigènes qui sont produits dans le cerveau et donc éliminer des clones de cellules qui pourraient être autoréactives contre des facteurs qui sont produits dans le cerveau. Donc on a une éducation, une sélection locale
des lymphocytes B à partir d'antigènes exfiltrés, on va dire localement, par le système lymphatique et le liquide céphalorachidien, qui va arriver jusque dans les méninges et permettre une sélection particulière. Si on a des clones qui reconnaissent, par exemple ici, ce composé, qui est un composé de la myéline, qui s'appelle myéline oligodendrocyte glycoprotéine MOG, si on a des clones qui reconnaissent cette protéine de la myéline, ils vont être éliminés extrêmement localement. Et ça permet finalement d'avoir des lymphocytes B dans les méninges qui sont totalement adaptés aux antigènes qui sont normalement produits dans le cerveau et de créer une zone de tolérance immunitaire face à certains antigènes qui sont produits dans le cerveau. Donc un véritable sur-mesure avec une production locale. On est en circuit court là, totalement circuit court. On a une production locale de lymphocytes qui sont éduqués localement et qui vont pouvoir s'adapter très particulièrement à ce qui se passe dans cette région. Et ça montrait finalement différentes choses qui étaient que on avait plusieurs manières d'activer le système immunitaire, mais aussi de le rendre tolérant vis-à-vis de molécules produites dans le cerveau. Donc, une première tolérance pour les lymphocytes qui se fait toujours de manière classique dans le thymus, où ces cellules sont éduquées, on a des productions d'antigènes et les antigènes du soi, les clones qui reconnaissent les antigènes du soi sont éliminés, et une éducation locale des lymphocytes B au niveau des méninges, avec des cellules qui sont produites juste à côté par la moelle osseuse crânienne. Et puis, une activation possible qui est présente soit par un drainage des antigènes dans les ganglions lymphatiques, soit par une activation et une présentation locale d'antigènes au niveau des lymphocytes. Donc on a une exportation de la surveillance immunitaire au niveau des méninges, mais on a aussi une adaptation de cette surveillance immunitaire vraiment extrêmement locale, avec un dialogue entre de la moelle osseuse locale et des activations. Alors cette niche, ce sur-mesure, en fait, il évolue avec le temps et avec l'âge et avec le vieillissement. Et donc ce qui a été aussi bien observé, c'est que finalement, ces cellules, ces lymphocytes B, la composition des lymphocytes B présents dans les méninges va un petit peu évoluer avec le temps. On va avoir chez le jeune la situation que je vous ai décrite, voire chez l'adulte. Et au cours du vieillissement, on va voir apparaître dans les méninges des cellules un petit peu différentes, dont il a été montré qu'elles ont des propriétés de production d'anticorps un petit peu différentes. Et une analyse clonale que je ne vais pas vous détailler, mais que je vais vous résumer, a permis de montrer que ces cellules qui sont présentes au cours du vieillissement ne sont pas des cellules qui sont issues de la moelle osseuse du crâne, mais qui sont des cellules issues de la circulation sanguine, qui ont pu être activées, sélectionnées, reconnaître des anticorps, cette fois-ci en périphérie. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on se retrouve avec des cellules qui, elles, ont pu être activées ou sont capables de répondre à des antigènes en périphérie? C'est qu'elles n'ont pas été, plus particulièrement, éduquées à ces signaux qui sont issus du cerveau. Et donc, il y a une hypothèse émergente qui serait que cette modification de composition des cellules B pourrait jouer sur le développement de certaines maladies auto-immunes, parce qu'on se retrouve dans cette région des méninges avec des lymphocytes qui ont été éduqués en périphérie et n'ont pas forcément été rendus tolérants à des signaux présents dans le liquide céphalorachidien ou dans cette structure. Alors il peut y avoir aussi un côté positif à tout ça. Si on retrouve des cellules qui ont été éduquées en périphérie, on peut aussi avoir finalement des cellules qui auraient pu être, on va dire, primées par exemple pour répondre à certains pathogènes.
Normalement, ce sont des cellules qu'on ne retrouve que dans certains organes barrières, comme les poumons, la peau, les intestins. Et il y a une étude de ces dernières années qui a montré quelque chose d'assez frappant, mais que moi je trouve particulièrement intéressant, qui était qu'au niveau de ces sinus veineux, finalement, on va retrouver également des lymphocytes B, ou en tout cas des cellules qui produisent des anticorps et des anticorps un petit peu différents qui sont des IgA, qui sont situés là encore au niveau des sinus veineux, donc toujours dans la même région qui va permettre de créer une niche immunitaire, etc., mais qui sont des cellules qui ont été éduquées en périphérie et cette fois-ci qui sont capables de reconnaître et de se défendre contre un pathogène qui, dans ce cas-là, est un champignon. Il a aussi été montré que ces cellules sont présentes au niveau donc, des méninges et que, par exemple, si les souris sont élevées dans des conditions axéniques, c'est-à-dire sans aucun microbe, pathogène, champignon, etc., on ne retrouve absolument plus ces cellules. Et on est capable de les retrouver quand on induit sélectivement dans ces conditions de germ-free le composé, enfin le champignon qui est normalement responsable de l'induction de ces cellules. Et ce qui est remarquable, c'est que dans ce contexte, les chercheurs ont pu montrer que ces cellules présentes dans les méninges, qui ont été éduquées dans les intestins et qui vont se balader dans la circulation sanguine, mais aller se nicher à cet endroit-là, permettent de mieux protéger le cerveau si ces champignons passent dans la circulation sanguine. Donc on a finalement un espèce de système d'intégration de lymphocytes B qui ne sont pas éduqués localement, mais qui vont pouvoir être éduqués par la périphérie, qui vont se loger au niveau de ces régions, de cette niche, et qui vont, d'un certain côté, peut-être promouvoir une réponse auto-immune plus forte dans un contexte de vieillissement, mais en même temps permettre de capter, d'intégrer des cellules, des lymphocytes B qui vont permettre de répondre de manière plus efficace au niveau des méninges, même à des pathogènes qui peuvent être présents dans les intestins. Donc on se retrouve vraiment avec une organisation extrêmement particulière des méninges, où on va avoir des cellules qui vont être capables de développer une tolérance très locale aux signaux produits dans le cerveau, mais également au fur et à mesure d'accaparer ou d'inviter, d'héberger des cellules qui, elles, ont été éduquées en périphérie, ce qui va pouvoir générer des avantages et pour certains aspects d'autres inconvénients. Donc on a aussi de plus en plus d'exemples qui montrent qu'on peut avoir aussi une influence de la composition du liquide céphalorachidien sur l'efficacité et la capacité de ces cellules hématopoïétiques à répondre à des contextes divers et variés, notamment pathologiques. Et on sait que le liquide peut également passer par ces petits canaux et aller moduler les propriétés de production de ces cellules souches. Donc on a vraiment un espèce d'écosystème entre la moelle osseuse du crâne et les méninges qui va permettre d'éduquer des cellules de manière différente, qui va permettre d'héberger des cellules immunitaires qui ont été éduquées localement, mais également des cellules immunitaires qui ont été éduquées en périphérie, ce qui va conférer une capacité extrêmement forte à cette région à être une barrière efficace et en même temps à ne pas attaquer cet organe ou développer d'auto-immunité contre le cerveau, ce qui peut être catastrophique puisque le cerveau se défend extrêmement mal puisqu'il est mal protégé. Donc contrairement à la vision qu'on avait avant, qui était que toutes les cellules, notamment tous les lymphocytes, étaient générés dans la moelle osseuse, un petit peu partout dans le corps, puis passaient par la circulation sanguine et venaient se localiser dans cette région des méninges et de manière coordonnée avec des macrophages, des monocytes, etc., pouvaient produire une réponse immunitaire.
On sait maintenant que la moelle osseuse du crâne a une capacité de production de différents types de cellules immunitaires, les neutrophiles, les macrophages, les monocytes, dans des contextes pathologiques, d'inflammation, de lésions, d'accidents vasculaires cérébraux et dans d'autres types de pathologies. On parlera de la sclérose en plaques notamment au cours prochain. Et donc on a une production de ces cellules extrêmement accrue et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on pense que cette production permet une protection au niveau des méninges. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça permet aussi une infiltration plus rapide du tissu cérébral dans ces contextes pathologiques. Ça, c'est encore très très peu connu. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, on a aussi une production très locale dans la moelle osseuse de lymphocytes B qui vont pouvoir être éduqués localement et qui vont pouvoir avoir une réponse totalement adaptée, adaptative, tolérante à cet environnement qui est un petit peu particulier, qui va concentrer des antigènes produits du cerveau qui vont être exfiltrés par le système lymphatique et lymphatique. Et puis, on a aussi quand même certains lymphocytes B qui proviennent de la circulation, notamment pendant le vieillissement, mais aussi des cellules qui ont été éduquées en périphérie et qui vont conférer une mosaïque de cellules immunitaires dans les méninges qui vont être en même temps adaptées, spécialisées pour donner une barrière et une surveillance immunitaire adaptée et en même temps vont pouvoir être efficaces dans des contextes d'infection ou de pathogènes qui ont été rencontrés en périphérie. Alors, on voit que finalement, d'une idée que finalement il n'y avait pas de surveillance immunitaire du cerveau, que c'était un organe tout à fait inintéressant, on se rend compte que ça permet de bouleverser un petit peu la manière dont on pense, on conçoit l'immunité, avec toujours l'idée que c'est quelque chose d'extrêmement central. L'immunité adaptative sont des réponses centrales, même s'il y a une activation dans certains ganglions lymphatiques, et que là, on a vraiment une interaction locale dans un tissu qui va permettre à ces frontières autour d'apporter une tolérance et une réponse immunitaire adaptée, avec, indépendamment d'une activation des lymphocytes dans les ganglions lymphatiques, comme observé partout ailleurs, on va avoir une activation et une présentation d'antigènes très locales dans les méninges. À quoi exactement est-ce que cette activation sert? C'est quelque chose qui est bien étudié dans des contextes pathologiques, moins en contexte physiologique, et une région de production et d'éducation locale des lymphocytes B qui va permettre une tolérance et une réponse adaptée. Alors, ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est qu'il y a d'autres sites d'interaction, ça on le verra très brièvement, mais au niveau du choroïde plexus, on a des cellules qui peuvent infiltrer le liquide céphalorachidien et contribuer à tout un tas de fonctions. Et puis on verra finalement comment, ou ce qu'on sait, ou ce qu'on peut penser, les hypothèses qui sont faites sur le rôle de ces différents acteurs dans différentes pathologies, aussi bien des infections de pathogènes, les différences de cette niche entre le développement très précoce. On sait que les bébés, les nouveau-nés sont beaucoup plus sensibles à des infections, à des méningites, à différents types de pathogènes. Comment est-ce que différents pathogènes peuvent conduire à une activation du système immunitaire? Et puis, dans des contextes de pathologiques un petit peu différents, neurodégénératifs avec la maladie d'Alzheimer et aussi la sclérose en plaques, on verra en quoi est-ce que l'identification de ces nouvelles structures, nouvelles voies de communication change un petit peu la manière dont on peut penser ces pathologies et imaginer déjà leurs causes et éventuellement développer dans le futur, encore une fois, il s'agit de recherche, dans un futur possible, des interventions thérapeutiques adaptées. Voilà, c'était un cours un petit peu dense, un peu technique, mais voilà, il y a des canaux, il y a des tuyaux, et en fait, c'est vraiment important de relier cette anatomie avec l'immunité et les réponses immunitaires. Je vous remercie de votre attention.